Salut, c'est Cyril Morin. Bonjour, c'est Glenn Cellier. On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transfert made in Eurosport. C'est le deuxième numéro de la saison et donc Glenn Cellier qui remplace Julien Pereira aujourd'hui. Comment ça va Glenn? Comment se déroule ton Mercato jusqu'à présent? Très bien. J'attends un peu de voir que ça s'excite encore un petit peu plus, mais je trouve qu'il y a déjà des belles choses qui sont en train de se passer, donc c'est assez intéressant. Alors on va vous dévoiler un secret. Glenn, il est surtout excité par ce qui va arriver dans la nuit de jeudi à vendredi, à savoir la draft C'est NBA vrai. avec le potentiel choix de Victor Wembanyama. Mais il a bossé son sujet, il a bossé le mercato pour cette émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Glenn, le premier sujet, ce sera autour du Paris Saint-Germain et de la piste Harry Kane, qui est donc la priorité du club parisien pour le poste d'avant-centre. Harry Kane est-il une bonne idée? Et surtout, est-ce vraiment faisable? On parlera de tout ça. On évoquera aussi l'arrivée un petit peu de Luis Enrique prévue au Paris Saint-Germain et les incidences que cela pourrait avoir avec Luis Campos. Le deuxième sujet, on va s'attaquer à l'Arabie Saoudite, qui évidemment anime le marché des transferts depuis quelques semaines maintenant, notamment avec le départ, on le sait, de Karim Benzema ou d'N'Golo Kanté plus récemment. Et on va justement se poser un peu la question, qui seront un peu les prochains joueurs ciblés par l'Arabie Saoudite. Et on terminera cette émission par parler d'un club français, l'Olympique lyonnais. La grande saignée est-elle en préparation? John Textor a besoin de 60 millions d'ici le 30 juin. Loukeba est déjà pisté par plusieurs gros clubs européens. On fera le tour un petit peu des valeurs marchandes lyonnaises et essayer de décrypter le mercato qui s'annonce côté OL. Vous connaissez le principe, Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis, tout l'été, en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour nous retrouver. Vous aurez en bonus le FC Stream Team le vendredi. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de l'émission. Glenn, l'heure est venue. Oui. En parlant de meilleurs moments, on n'oublie pas évidemment mais le oui, Merca j'oublie, Quiz, évidemment. Mais parce que je fais, j'ai tellement peur à chaque fois de ce moment que je l'oublie systématiquement. Évidemment, et on sait que vous êtes nombreux à nous le réclamer, à nous le réclamer semaine après semaine. Le Merca Quiz sera de retour en fin d'émission avec notre graphiste Quentin Guichard qui viendra nous cuisiner et surtout nous mettre mal à l'aise face à notre manque de connaissances footballistiques. Donc soyez présents. J'ai gagné la semaine dernière, mais c'était contre Julien. Et c'était pas glorieux aussi. C'était pas glorieux du tout. Mais là, j'ai une bonne intuition pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je le sens bien aujourd'hui. On y va, Glenn? C'est parti le premier sujet. Ouais. Alors, le Paris Saint-Germain, évidemment, toujours à la recherche d'un avant-centre. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que la saison passée, Luis Campos avait promis à Kylian Mbappé de recruter un avant-centre de calibre international. Ça n'avait pas eu lieu. Ça avait donné lieu à ce fameux hashtag PivotGang. Paris a besoin d'un avant-centre. Ça s'est vu sur la saison écoulée. Et le Parisien, ainsi que Relevo ces dernières heures, confirme la piste numéro 1 du Paris Saint-Germain dans le domaine. Elle s'appelle Harry Kane, joueur de Tottenham. On va pas vous le présenter en long, en large, en travers. On vous dira simplement qu'il a bientôt 30 ans. Ce sera au mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Qu'il a surtout un contrat qui se termine en 2024. Et c'est quand même quelque chose de très important parce que il a déjà fait comprendre à Tottenham qu'il n'avait aucune intention de prolonger. Et que donc, si Tottenham voulait gagner des sous sur Harry Kane, et Dieu sait qu'il y en a à gagner, il faudrait une vente dès cet été. Sauf que Tottenham, vous connaissez le président Lévy, met les barbelés et n'est pas vendeur. Club anglais qui a des fonds très très importants. Donc il réclame une petite fortune pour Harry Kane. Entre 100 et 130 millions d'euros. C'est un petit peu la somme évoquée. La première question que j'ai envie de te poser, Glenn, Harry Kane au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est une bonne idée? Alors moi je trouve que c'est une excellente idée de l'avoir au PSG. Paris a besoin, ce que tu disais tout à l'heure, de recruter un attaquant de surface, justement aussi pour soulager Kylian Mbappé. Je trouve que dans l'idée, les deux pourraient jouer ensemble, Mbappé et Kane, qui seraient complémentaires. Donc oui, ce serait une vraie plus-value à l'effectif parisien. C'est quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. C'est pas n'importe qui, c'est le leader de l'équipe d'Angleterre. Il a déjà montré sur la scène internationale ce qu'il était capable de faire. On sait, en général, les Anglais s'exportent pas énormément hors de Première Ligue. Évidemment, lui a plus rien à montrer en Première Ligue, mais je pense qu'il a évidemment le niveau et tous les atouts pour s'adapter au championnat de France et aider aussi le PSG à aller dans sa quête de Ligue des Champions plus loin. Donc oui, je pense que c'est le bon profil.
Moi aussi, je suis assez d'accord avec toi et pour tous les arguments que tu viens d'évoquer. Malgré tout, à mes yeux, Paris arrive trop tard dans ce dossier. Ouais. Et à mes yeux, ça sera presque impossible de faire venir Harry Kane. Pourquoi ? On parle déjà d'un Anglais qui est, tu l'as rappelé, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, 219 buts. Au-dessus de lui, Alan Shearer à 260 buts. Autant vous dire, pour un joueur qui chiffre une trentaine de buts par saison et qui arrive sur ses 30 ans, il n'a plus beaucoup de temps pour rattraper Alan Shearer, mais c'est une vraie probabilité. Ouais. On le sait, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'offres venant de clubs anglais. Manchester City, il n'y a pas si longtemps que ça. Manchester United est un intéressé de longue date. Donc moi, je vois aucun intérêt pour Harry Kane à venir au Paris Saint-Germain. À mon avis, il voudra rester en Première Ligue. D'ailleurs, ce qui filtre, c'est plutôt qu'il serait intéressé par rejoindre Manchester United. Et si d'aventure, comme le veut le président Levy, Kane venait à être vendu à un club étranger, puisque Levy ne veut pas renforcer des concurrents anglais, ce sera plutôt le Real Madrid que le Paris Saint-Germain, parce que c'est le Real, parce que Madrid a besoin d'un avant-centre numéro 1, et parce que l'attraction, qu'on le veuille ou non, du Real Madrid face à celle du Paris Saint-Germain, elle est beaucoup plus importante pour un joueur qui... Voilà, l'argent, de toute façon, il aura un magnifique contrat où qu'il aille. Donc, c'est plus le projet sportif et la possibilité de gagner des titres. On sait que c'est ce qui lui manque encore énormément. Le passé récent nous l'a prouvé. Pour gagner des grands titres européens, mieux vaut être au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain. Oui, je suis totalement d'accord. L'autre petite facette, c'est que les dernières rumeurs qui viennent un peu de la presse espagnole, c'est que pour le moment, le Real n'aurait pas forcément envie d'aller chercher un attaquant, notamment Harry Kane, cet été. Ouais. Mais... je mets des bémols, si Harry Kane est vraiment sur le marché et qu'il y a une opportunité à saisir, même si on sait que le Real, évidemment, ils ont Kylian Mbappé en tête, et c'est notamment pour ça qu'ils n'ont pas envie d'aller lâcher 100 millions, plus de 100 millions sur Harry Kane là, c'est que, évidemment, leur priorité reste Kylian Mbappé cet été, ou surtout l'été prochain. Ouais. Donc ils vont garder ce petit pactole pour ça. Mais si Harry Kane est vraiment sur le marché et qu'il y a une possibilité, je pense que le Real... je pense que c'est de la com en ce moment, ce qu'on voit de la presse espagnole, c'est histoire de faire descendre un peu la pression côté Tottenham, parce qu'évidemment, on le sait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Daniel Levy est un redoutable négociateur. Kane, il y a quelques années, voulait déjà, dans l'idée, peut-être s'en aller. Ils ont mis les barbelés, c'était pas possible. C'est vrai que dans l'idée, moi, ce qui m'inquiète pour le PSG, c'est que je ne vois pas Harry Kane avoir envie, en tout cas, de venir se frotter peut-être à la Ligue 1, etc. Et je le vois... D'ailleurs, ce qu'on entend de la presse britannique, c'est qu'il est beaucoup plus tenté par le Real, évidemment, ou par la Première Ligue, ce qui serait pour moi naturel. Mais voilà, il y a Daniel Levy, on le sait, qui n'a pas envie de vendre à Manchester parce que c'est un concurrent direct. Il y a une dernière chose qu'il faut ajouter sur ces dossiers qui sont des dossiers à plus de 100 millions d'euros. Si vous regardez comment ça se déroule généralement, surtout pour les avant-centres, c'est des dossiers qui ne se travaillent pas sur un été, souvent. C'est des dossiers, reprenez le cas Eden Hazard, c'est des dossiers qui sont cités chaque été, et une fois que le bon timing arrive, ça se fait. Mais les contacts avec Kane, Manchester United les a activés il y a bien longtemps, le Real Madrid aussi. Si Paris le Bayern n'arrive aussi, que... Oui, le on Bayern n'a pas aussi. Parlé du Bayern aussi. Ouais. C'est vrai, mais le Bayern ne mettra a priori pas ce prix-là pour un joueur... aussi fort soit-il qu'Harry Kane. Mais donc Paris, ils arrivent déjà en retard dans ce dossier parce que c'est des dossiers qui se préparent sur 1, 2 ou 3 étés, et c'était un petit peu la même chose l'été dernier avec Lewandowski, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas candidat à la signature d'un aussi gros joueur avec autant d'intermédiaires, autant d'enjeux médiatiques et financiers, en arrivant le 30 juin et en se disant « Tiens, lui, c'est un joueur qui pourrait m'intéresser qu'est-ce qui se passe dans le dossier ?» Non, c'est des choses qui se préparent bien en amont, et j'ai peur que Paris soit déjà bien trop en retard pour espérer la signature d'Harry Kane. Ce qui est étonnant de la part de quelqu'un comme Luis Campos, d'ailleurs, c'est qu'il y a un petit peu, d'amateurisme sur ce cas Kane. Je dis juste sur ce cas Kane, c'est ce que tu dis. Pour moi, c'est le genre de dossier qu'on doit préparer bien en amont si on veut réussir à attirer quelqu'un de cette envergure. Mais le truc, c'est aussi que Luis Campos, il n'est pas connu pour ça. Oui, si on se rappelle l'historique, c'est plutôt un brillant dénicheur de talent, un scout hors pair, plutôt que quelqu'un qui gère le marché des énormes stars et qui est un marché malgré tout à part, où là encore, il faut faire appel aux super agents, il faut utiliser les intermédiaires. Il y en a souvent beaucoup dans des dossiers avec autant de millions en jeu. Et Luis Campos, là aussi, il apprend un petit peu sur ce dossier-là, et ça peut pénaliser le Paris Saint-Germain parce que effectivement, Harry Kane, ce serait la bonne idée, mais Paris risque d'être beaucoup plus présent dans le dossier. Je sais pas, je prends le cas Osimhen par exemple, que sur le dossier Harry Kane, où là la concurrence sera trop dure à dépasser à mes yeux.
Glenn, on a parlé du Paris Saint-Germain, on a évoqué son nom. On va parler de ça aussi parce que c'est l'actualité au sein du club. C'est l'arrivée de Luis Enrique. Est-ce que l'arrivée de Luis Enrique va modifier le rôle de Luis Campos, pardon. La question, elle se pose, forcément, parce que Luis Enrique est un entraîneur qui va avoir des envies, notamment tactiques, qui va avoir aussi des profils peut-être en tête, qui ne seront pas les mêmes que ceux pistés par Luis Campos. Est-ce qu'à tes yeux, ça peut diminuer l'influence de Campos ? Je pense que oui, parce qu'on le sait, Luis Enrique a envie d'avoir un regard sur le mercato, qui va avoir son mot à dire, que c'est aussi le choix, c'était pas forcément le choix de Luis Campos, c'était plus le choix de Nasser. Il a été séduit. Ouais, il a été séduit, voilà. Ça, mais normalement, dès le début, c'est plus le choix de Nasser. Ouais. Donc oui, je pense, et d'ailleurs, pour moi, ça va être notamment le cas pour les départs. C'est-à-dire que je pense évidemment à deux joueurs, Neymar et Marco Verratti, qui étaient peut-être deux joueurs ciblés, deux cadres ciblés par Luis Campos pour s'en aller. Et tout de suite, dans les premiers échos qu'on a eus, c'est que Luis Enrique veut les garder, veut jouer avec eux, parce qu'il adore Marco Verratti, qui peut s'adapter à son style de jeu, et que Neymar, il l'a eu au FC Barcelone. Et évidemment, il sait tout ce que Neymar peut lui apporter, et il a envie, il sait que Neymar peut s'intégrer dans ce qu'il veut développer comme football. Donc, par rapport à ça, oui, le rôle de Campos va forcément changer, parce que Campos, lui, avait des idées bien établies. Après, j'attends de voir comment ils vont réussir à modeler leur mercato maintenant ensemble. Parce que Luis Enrique, c'est pas n'importe qui. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a assez peu de pistes finalement qui filtrent ces derniers jours du côté du Paris Saint-Germain. C'est aussi que les dossiers sont un petit peu gelés en attendant de finaliser l'arrivée de Luis Enrique et de vraiment se lancer là-dessus. Ça va modifier son rôle, mais moi surtout, je trouve que l'arrivée de Luis Enrique remet encore un peu plus de pression sur Luis Campos. On le sait, l'été passé, Nasser avait un petit peu donné les pleins pouvoirs à Campos, mais un petit peu en étant avec une certaine réserve. Il l'avait fait parce que la situation l'imposait et parce que la prolongation de Kylian Mbappé avait dessiné cette nouvelle dynamique, on va dire. Sauf qu'en 2022, Luis Campos, il s'est trompé dans son mercato et en choisissant Christophe Galtier comme coach. Alors que Nasser El Khelaifi et Doha n'étaient pas spécialement enclins à donner un aussi gros club à Galtier. La suite leur a donné presque raison. Et moi, ce qui m'interroge, c'est aussi comment Luis Campos va travailler. On sait qu'il y a déjà des arrivées qui sont actées, sans être officielles, mais qui sont quasiment bouclées. Skriniar, Asensio, Ugarte, Kang In-lee. Kang In-lee, ouais. Alors, Asensio, ok, ça va coller avec Luis Enrique, ils se connaissent depuis la sélection, why not. Ugarte, par exemple, ça m'interroge. C'est vraiment un profil made in Campos, un récupérateur pur jus, mais dans l'idée que peut se faire Luis Enrique du football qu'il veut développer et mettre en place au Paris Saint-Germain, c'est pas sûr que ça colle complètement. Et il y a autre chose qui m'interroge, moi, c'est que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que Luis Campos, dans ses discussions avec les autres dirigeants et avec les joueurs, insiste sur... On va jouer en 3-4-3 la saison prochaine. On va jouer avec une défense à 3 et des pistons, etc. Mais en fait, Luis Enrique, si on le prend, c'est aussi pour qu'il arrive avec ses idées, qu'il impose quelque chose. Luis Enrique au FC Barcelone, c'était le 4-3-3, c'était la MSN. Est-ce qu'il va vouloir vraiment s'appuyer là-dessus et surtout, est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre sur les profils à cibler ? C'est une vraie crainte et ça peut être déjà une vraie limite au mercato parisien. Je les estime suffisamment intelligents pour s'entendre tous les deux, mais encore une fois, si Campos se rate, ce sera très facile pour Luis Enrique de dire écoutez, moi au mercato, j'ai dit que je voulais faire ça, ça n'a pas été fait. Et Luis Campos sera encore plus dans l'œil du cyclone. On sait déjà que les relations entre Campos et Nasser El Khelaifi, elles sont cordiales sans être très chaleureuses. L'arrivée de Luis Enrique, c'est un petit peu une pierre dans son jardin qui était déjà suffisamment garnie. Ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique, c'est pas Christophe Galtier. Et que c'est vrai que je trouve ça toujours un peu particulier d'avancer déjà un mercato, c'est-à-dire ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est un mercato d'opportunité pour le moment, ce que fait le PSG, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs libres et du coup qui arrivent, mais d'avancer sans avoir le nom du futur entraîneur, le futur technicien qui va mettre en place sa stratégie, ce qu'il veut développer comme football. Je trouve ça toujours un peu particulier de la part du PSG. Voilà. Après, là, ce qu'on disait, vu que c'est des opportunités, il y a, à part Skriniar, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, il n'y a aucun des 4 noms qu'on vient de citer qui sont amenés à être titulaires indiscutables. Peut-être Ugarte,
Rogarté, Oui, ça fait bien sûr, beaucoup effectivement. pour quelqu'un où on ne sait pas s'il pourra s'adapter au style de jeu Exactement, développé par son c'est-à-dire futur que entraîneur. Peut-être qu'au mois de juillet, ces 60 millions viendront à manquer pour un dossier qu'aura poussé Luis Enrique. Donc, wait and see, on verra comment ça se développe. On attend l'officialisation de toute façon de la nomination de Luis Enrique. Il faut que Christophe Galtier parte avant, voilà, donc ça peut prendre un peu de temps. C'est lié au dossier du départ de Christophe Galtier. On devrait en savoir plus d'ici la fin de semaine prochaine. Ce qui ne veut pas dire que dans l'ombre, il travaille déjà main dans la main pour les différents profils qui intéressent. On le sait, Bernardo Silva, par exemple, pour moi, correspond totalement à ce que vous remettez à Luis Enrique. Clairement. Glenn, passons au deuxième sujet et à l'actualité chaude et brûlante du jour. Ça faisait plusieurs semaines que le transfert était acté. Il a été officialisé ce mercredi matin. N'Golo Kanté rejoint Karim Benzema à Al-Ittihad et donc en Arabie Saoudite. C'est qu'on le veuille. Déjà que Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, c'était une révolution. Là, on avance un petit peu plus loin. N'Golo Kanté n'a que 32 ans. N'Golo Kanté avait encore beaucoup de choses à donner au football européen et surtout avait des vrais partisans ailleurs. Chelsea était apte à lui proposer une prolongation. En Angleterre, il avait encore un marché facile. Mais N'Golo Kanté a cédé aux sirènes saoudiennes. La première question qu'on se pose, et on va faire le tour parce que j'imagine que vous la posez aussi, c'est de savoir qui seront les prochains, finalement. Il y a quelques jolis noms encore évoqués. Les pistes les plus chaudes, et là, ça pourrait même se décanter dans les heures qui viennent. Ruben Neves. Elles sont presque toutes issues de Première Ligue et presque intégralement de Chelsea. Ruben Neves, donc lui qui est le milieu à tout faire, tout bien faire souvent de Wolverhampton, qui est tout proche de rejoindre l'Arabie Saoudite. Et les trois noms, effectivement, de Chelsea, Ziyech, Koulibaly et Mendy. Il y en a d'autres, Aubameyang qu'on a cité. Lukaku lui a dit non, mais en tout cas, je vous conseille d'aller lire la chronique de Philippe Auclair aujourd'hui sur le sujet sur eurosport.fr. C'est sur Chelsea, sur lien... connivence entre Chelsea et l'Arabie Saoudite qui explique justement pourquoi il y a autant de joueurs de Chelsea cités en Arabie Saoudite. C'est passionnant. En fait, c'est pour vous faire un petit teaser qui vous donne envie d'aller lire ça. Le PIF qui gère donc, qui est en gros l'organisme qui gère le football en Arabie Saoudite et qui a investi dans les 4 clubs principaux d'Arabie Saoudite, qui gère directement les transferts. C'est même pas les clubs, c'est-à-dire qu'ils vont dans les clubs européens, ils disent nous on a envie de lui, et après ils les redispatchent en fonction dans les différents clubs, Al-Ittihad, Al-Ali, Al-Nasser et Al-Hilal, qui sont les 4 gros clubs d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça t'inspire tout simplement, Glenn, déjà, ces mouvements et le fait que finalement on soit plus uniquement sur des joueurs en fin de carrière comme c'était le cas et même comme le pressentaient les rumeurs avec Lloris, Modric, Ramos. Là on est sur des joueurs dans la force de l'âge et qui peuvent encore apporter au plus haut niveau européen. Ça change beaucoup de choses, je trouve, parce que N'Golo Kanté, on sait, il a eu deux dernières saisons un peu compliquées. Il a été souvent blessé. Sur le cas Kanté, on sait que ça s'était mal passé avec certains agents. Il y a plein d'histoires, on sait, il y a des raisons derrière. Dans l'idée, quoi. Voilà, exactement. Ce que j'attends derrière, là, et ce qui visiblement se profile, c'est des joueurs comme Ruben Neves, qui est quand même un joueur qui était très demandé par des grosses cylindrées il y a encore quelques mois, quelques années. Il y a aussi le cas Ziyech, qui est quand même un joueur, je vous le rappelle, il a été à 2 doigts de signer pour le PSG en février dernier. Donc c'est quand même ça on voit qu'il y a un cap qui est passé. Et derrière, ça peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire, la question, c'est de savoir, est-ce que ce championnat, ce nouveau championnat, la Saudi Pro League, peut devenir un championnat qui concurrence les grands championnats européens. Je pense qu'on en est encore un peu loin, mais on sait, les premiers échos qu'on a eus, il y a eu des sources d'Arabie Saoudite qui ont commencé à en parler, qui disent qu'ils veulent créer l'un des 10 meilleurs championnats au monde et faire progresser ce championnat. Donc pour le moment, ils achètent des têtes d'affiche, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables de vendre un peu leur projet, de vendre un peu leur championnat à l'international, parce qu'on sait, derrière, il y a aussi une volonté de l'Arabie Saoudite de laver un peu son image grâce au sport. Ça, c'était déjà le cas avec la Formule 1, ça a été déjà le cas avec le golf. Ça continue avec le football, avec Cristiano Ronaldo, etc. C'est une manière, leur rêve à l'Arabie Saoudite, c'est de récupérer la Coupe du Monde, comme a réussi à le faire le Qatar, 2030 ou 2034. À partir de là, il faut attendre de voir ce que ça donne, parce qu'on le sait, il y a quelques années, il y a eu l'exemple de la Chine, qui a commencé à recruter des joueurs un peu du même profil, et qui s'est vite envolé, c'est ce rêve de la Chine de devenir un championnat majeur. Je pense que l'Arabie Saoudite, c'est pas le même contexte, c'est pas la même chose, même si... C'est pas la même implication de l'État non plus. Voilà, c'est ça, c'est pas la même volonté. C'est un État qui a décidé de tout miser sur le terrain sportif et de faire du sport washing.
En fait, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est, à mon avis, la date clé, c'est 2030. Là, on est en 2023 et on s'excite sur les grands noms et les symboles de cette politique-là. Mais comme toute politique, ça commence par le haut et ça vient ensuite se compléter par le bas et ça ruisselle en bas, exactement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'ici 2 à 3 ans, parce qu'il va falloir compléter ses effectifs. Alors oui, il y a des joueurs locaux et le championnat saoudien n'est pas un championnat de peintres, vraiment. Il y a des grands stades, il y a des grandes équipes qui sont déjà performantes en Ligue des Champions. Voilà, exactement. Ils sont déjà performantes en Ligue des Champions asiatiques. Mais ce qui m'inquiète pour nous encore plus et pour notre Ligue 1, c'est qu'à mon avis, on va vite arriver sur le besoin de renforcer des effectifs, pas forcément avec des joueurs symboles, mais avec des joueurs qui complètent très bien les effectifs en place, qui accompagnent justement ces joueurs symboles. Et d'ailleurs, quand on regarde les derniers noms cités concernant la Ligue 1, Wissam Ben Yedder, Steve Mandanda, Moussa Dembélé, Mauro Icardi, on n'est pas sur des stars mondiales. A priori, c'est pas avec Steve Mandanda que vous allez vous exporter aux 4 coins du monde et faire parler de vous. En revanche, vous avez des grands professionnels en fin de carrière qui n'ont plus grand-chose à prouver et qui peut-être sont arrivés au bout de leur projet. Je pense à un Wissam Ben Yedder à l'AS Monaco. C'est bon exemple. Vu comment il a été traité ces dernières années à Monaco, vu le projet sportif très flou qui existe du côté de Monaco ces dernières semaines, peut-être une très belle offre financière d'Arabie Saoudite pourrait le convaincre. Et il y a un dernier argument qui me fait dire que la Ligue 1 sera un des viviers privilégiés par l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'a dit finalement Karim Benzema au moment de signer. C'est un pays musulman et j'ai envie de vivre là-bas. Et alors, c'est un lien qui est évident. Et d'ailleurs, quand on voit toutes les pistes, il y a énormément de joueurs africains ou nord-africains, ou en tout cas de joueurs de confession musulmane qui sont pistés. Je pense que c'est un argument qu'il ne faut pas oublier et qui va entrer en ligne de compte, qui va compter au moment de constituer ces effectifs-là. Et quand on regarde la sociologie en Ligue 1, on est évidemment, de par l'histoire française, lié avec des joueurs d'origine ou africaine ou nord-africaine, ou en tout cas issus de cette immigration-là. Et donc, le vivier sur lequel on s'appuie et les joueurs que la Ligue 1 réussit à attirer par proximité culturelle, j'ai envie de dire, pourraient être les premières cibles de l'Arabie Saoudite. Et donc, d'ici 2, 3, 4 ans, shipper des joueurs qui auraient atterri normalement en Ligue 1 et qui se seraient installés en longue durée, pourraient choisir l'Arabie Saoudite parce que, évidemment, financièrement, la Ligue 1 ne pourra jamais lutter. Et oui, alors je suis totalement d'accord. Et alors, il y a un petit frein, c'est qu'on le sait, les clubs saoudiens sont autorisés à 8 joueurs étrangers, ce qui laisse quand même de quoi faire. Même en si 2023, déjà que la règle a changé récemment. Là. Quand on regarde les effectifs d'Al Nassr, etc., ils ont déjà des beaux noms, Luis Gustavo, David Ospina, etc. Il y a de quoi faire, évidemment. Mais oui, je suis d'accord, ça va forcément, là pour le moment, ils visent le haut du panier pour redorer un peu l'image du championnat. Et c'est un appel d'air de toute façon. Si vous faites venir Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Koulibaly, évidemment, c'est quand même plus sympa d'aller jouer avec eux qu'avec des joueurs inconnus pour nous, public européen. Exactement. Et donc, il faudra voir sur le moyen terme, long terme, peut-être pas durant ce mercato-là, parce que je pense que pas ce mercato, mais l'idée, c'est vraiment de faire progresser leur championnat. Ils ont envie de faire progresser leur club, ils ont envie de faire progresser leurs joueurs, ils ont envie, du coup, de passer un palier. Et c'est vrai qu'en allant attirer les grandes stars, ça permet aussi de faire ça. C'est-à-dire que quand tu prends un Steve Mandanda, son professionnalisme aussi, c'est peut-être ce qui pourrait apporter aux joueurs saoudiens de comprendre ce qu'est le très haut niveau. Voilà. Et même si on l'a déjà vu, la Coupe du Monde, ce qu'a fait Hervé Renard avec l'Arabie Saoudite, ils ont battu l'Argentine. C'était quand même pas n'importe quoi. Ils avaient une vraie équipe qui était structurée, etc. Donc on sait que les joueurs saoudiens ont du potentiel, que le championnat a du potentiel. Il faut voir sur le long terme si cette logique voulue par le prince héritier continue, de ce sport washing se poursuit, et si derrière ça, il y aura vraiment l'envie de devenir l'un des grands championnats au monde. Ils en ont les moyens, en tout cas, d'attirer d'autres joueurs. Ce qu'on dit là est vrai pour les joueurs, mais tu as évoqué le cas Hervé Renard, ce sera aussi vrai pour les coachs, pour les responsables data, les responsables performance des clubs français. Enfin voilà, étant donné l'expertise que peut avoir le football français dans certains domaines, la formation aussi par exemple, c'est potentiellement des cibles pour ce championnat qui va vouloir grandir et avoir ce retour-là. Et on a vu Steven Gerrard qui était tout près de signer avec un club
en Arabie Saoudite avant de se rétracter finalement. Je crois qu'on a vu même le nom de Christophe Galtier circuler ces dernières heures. Il y avait Rudy Garcia qui était Il y a encore Rudy Garcia il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ça. Et surtout, l'exemple de Rudy Garcia va peut-être aussi inciter les coachs à se dire bon, bah, je vais là-bas, mais c'est pas forcément fini pour ma carrière. Parce que quand on voit comment Rudy Garcia rebondit au Napoli, on se dit que bon, bah, ça lui a pas desservi, en tout cas, je sais pas si ça lui a apporté, mais en tout cas, ça n'a pas desservi sa cause au moment de retrouver un très bon club européen. Donc voilà, wait and see, c'est sûr, mais la Ligue 1 risque d'être mise en danger dans les 2 à 3 ans à venir. En parlant de Ligue 1. En parlant de Ligue 1, bien sûr, voilà, la petite transition qui va bien. Glenn, de quoi parlons-nous et de quel club parlons-nous ? On va parler de Lyon, on va parler évidemment de la situation financière de Lyon, on le sait. Récemment, la DNCG a dit qu'il devait réinjecter 60 millions d'euros. D'ici le 30 juin. D'ici le 30 juin, ce qui pose pas mal de questions sur le mercato lyonnais. Et savoir, est-ce qu'en gros, il ne va pas y avoir une grande saignée à Lyon dans les prochaines semaines ? Moi, je pense qu'on a la réponse. À mes yeux, elle est assez évidente. 60 millions d'euros à trouver d'ici le 30 juin. Déjà, je pense que la DNCG peut préparer les recours nécessaires parce que je ne vois pas comment Lyon va présenter cette somme d'ici le 30 juin. On sait qu'il y avait la possibilité pour Eagle Football de vendre la partie OL féminin à Rennes, si je ne dis pas de bêtises, et ça. Donc peut-être engranger entre 40 et 50 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est plus compliqué que ça. Et de toute façon, faut pas se leurrer. Voilà. John Textor, il est venu en conférence de presse, il a fait son grand numéro de charme, il a dit on va investir dans la data, on va faire une revolution. On a vu cette semaine qu'il y a eu des changements dans l'organigramme à Lyon. Peu importe. Sachez-le, Lyon va vendre les bijoux de famille cet été et c'est évident, ça n'a pas d'autre finalité que ça. Quand il y a un repreneur qui arrive, soit il met énormément d'argent en se disant on va vraiment investir, soit il récupère les sous parce que, on le sait, les tractations avec John Textor ont été longues, ont été difficiles. Pourquoi ? Parce que John Textor avait parfois du mal à réunir tous ses partenaires et à réunir les fonds nécessaires. 60 millions, bah voilà, ça va être très simple. Castello Luqueba va être vendu, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. On sait que Leipzig, et c'est une information de l'équipe qui date de mardi soir, devrait proposer dans les heures qui viennent une offre à hauteur de 27 millions d'euros. On sait que Chelsea avait proposé l'été dernier un peu plus de 40 millions d'euros pour lui. C'est un jeune défenseur central, gaucher, excellent relanceur. Il y a un marché XXL pour lui. Et donc, il devrait trouver preneur. Et je pense qu'à 35 millions d'euros, l'affaire est conclue. Et ce sera comme Malo Gusto. On n'aura pas eu le temps de voir la progression de Castello Luqueba qui, au vu de sa saison, mérite, et enfin, en tout cas, a besoin encore de grandir. Mais voilà, la loi du marché est telle que Lyon va être attaqué. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est Luqueba, ok, mais ça va être aussi Ryan Cherki. Ça va être aussi même Barcola, qui sort uniquement de 6 mois excellents, certes, mais qui représente les plus grosses valeurs marchandes en fait, de l'effectif lyonnais. C'est ça le problème à Lyon aussi. C'est-à-dire que c'est pas avec Thiago Mendes en fin de carrière, avec un salaire XXL, que vous allez faire rentrer des sous dans la caisse. Donc, ceux qui vont être vendus, c'est ceux qui ont la plus forte valeur marchande. Luqueba, Cherki, Barcola, je mets même Diomandé. Donc, en gros, les pépites de l'Académie lyonnaise. Allez, peut-être qu'un Romain Fèvre qui est dans une autre logique de trading et qui sort de 6 bons mois à Lorient pourrait permettre de récolter 15 millions, 10-15 millions. Ouais, allez, 10 millions. Mais c'est sûr que Toko Ekambi, je pense qu'il y aura moins de valeur. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que le mercato lyonnais va détruire tout ce qu'a mis en place Laurent Blanc sur les 6 derniers mois. Et que, à mon avis, l'ossature qu'on a vue en fin de saison avec Luqueba, Barcola, Lacazette, Cherki, s'ils sont encore là à la reprise du championnat, c'est que soit il y a eu un tour de magie, soit personne n'a trouvé preneur, mais je ne vois pas comment ce sera possible. On les attend, les tours de magie, en tout cas de John Textor. Pour le moment, on ne les voit pas trop. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les échos qu'on avait, c'était on ne veut pas déplumer l'effectif de Laurent Blanc, on veut garder la structure mise en place ces derniers mois. C'est le discours officiel. Et voilà, c'est ça. Plus simple à tenir. Derrière, on attend dans les faits, mais là, avec les 60 millions, on a l'impression qu'il y a quand même une petite situation d'urgence. Même si les échos, l'équipe, je crois, parlait de ça notamment, qu'en gros, il n'y avait pas une crainte de la part d'Eagle par rapport à ça, du Gilgold Group.
Oui, mais parce que Lyon a une situation financière stable, Lyon est propriétaire de son Voilà, club. c'est Enfin, ça. voilà. Il y a des garanties. John Textor, peut-être qu'il va passer devant la DNCG grâce au travail de Jean-Michel Aulas, qu'il a viré un peu de manière malpropre. Mais si John Textor passe la DNCG, c'est simplement parce que le cadre imaginé par Jean-Michel Aulas est viable et permet d'être très sérieux au moment de se présenter face à la DNCG. Mais la situation du rachat de Lyon par John Textor est inquiétante. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Sportivement, c'est inquiétant. De manière, pour la direction, c'est inquiétant. On sait, alors oui, il y a eu une révolution annoncée, mais il n'y a toujours pas de directeur sportif clairement identifié. Qui sera le patron du sportif? Laurent Blanc? Ok, peut-être, mais si ça se passe mal, est-ce que Laurent Blanc sera encore là d'ici 6 mois? C'est même pas une garantie. Donc voilà, c'est un très très grand flou, et quand c'est flou, vous connaissez le dicton, il y a un loup. Et c'est vrai que c'est très étonnant, cette histoire d'association avec tous les clubs autour, toute cette panoplie dans la sphère Eagle Group. Là. On attend de voir un peu comment ça va marcher. On a entendu l'histoire avec le Brésil, où ils espèrent recruter des joueurs brésiliens pour après les faire s'aguerrir ailleurs, retourner au Brésil, etc. C'est très flou. On sait c'est pas ça trop. la politique sportive. Et voilà, c'est ça. On ne sait pas trop où on va. Jeffinho, c'est très intéressant sur certaines entrées en jeu, mais Jeffinho, c'est pas du tout prêt pour jouer une saison complète en Ligue 1. Ça n'a pas du tout les exigences tactiques et physiques que réclame le championnat. Si c'est ça le projet de recrutement lyonnais, il va falloir vraiment être très 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 inquiet. Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé à la tête de la cellule de recrutement qui a l'air très compétent et qui est décrit par beaucoup d'agents comme quelqu'un de très sérieux et de très compétent. Ok, mais une personne compétente suffit-elle à masquer un projet flou? J'ai un doute. Je crois qu'on a fait le tour sur Lyon. Ouais, et on n'est pas forcément très optimiste. Et on est peut-être plus optimiste pour Lyon que pour nous, pour le Merca Quiz, Glenn. C'est dire à quel point on est en panique, puisque c'est l'heure désormais d'appeler notre graphiste de talent et l'homme qui nous torture semaine après semaine, Quentin Guichard. Salut messieurs, je suis ravi de vous retrouver. Vous avez été très bons encore une fois. Très bon. Exceptionnel. Ah ouais. Dans cette émission, je me suis régalé. Donc il faut savoir. Non mais on va donner les coups. Parce que là, tu viens d'arriver, tu n'as rien entendu des 30 minutes qui viennent de se passer. Donc vous cassez le. Oui, on va casser le mythe, bien sûr. La blague quoi. Non mais j'ai trouvé que vous avez été ça dit quelque chose très pointilleux sur le sujet Harry Kane en tout cas. Ouais, mais ça dit quelque chose à nos auditeurs, c'est que t'es quand même un bel escroc. Alors ça, je te le fais pas dire. Bon, ça va ? Bah ça va, et vous avez passé une bonne semaine ? Très bien, et toi ? Bah ça va. Moi je suis persuadé d'avoir la réponse Cyril n'arrête pas depuis ce matin de me dire qu'il va... il est chaud, comme ça va être vite réglé. Allez hop. Tomber mon Merca Quiz d'emblée. Alors je rappelle rapidement les règles. Je vais dérouler la carrière d'un joueur et le premier de vous deux qui découvre son identité remporte le duel. Le duel. Et une petite règle. Ouais. La règle Pereira-Morin, bien sûr, la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice. Alors on va ménager le suspense. Donc Cyril, on attend un petit peu. Glenn ? Comme on a parlé d'Arabie Saoudite, David Ospina. Ah, joli, bien tenté. Qui joue plus depuis 6 mois d'ailleurs. Il s'est fait mal au jeu au coude. D'accord. Merci de nous donner des nouvelles. En tout cas, on est ravis. On l'embrasse. On le salue. Moi, je vais dire attention. Mario Pasalic. Oh là. Attends, mais comment tu sais Impressionnant. Comment t'as fait pour savoir? T'es un bon acteur. Acteur studio, le gars. Je sais. Mais alors, est-ce que tu sais pourquoi j'ai donné ce nom? Pourquoi il aurait donné ça? Parce que donc, vous savez, vous allez apprendre 2 choses sur Quentin aujourd'hui. Donc, c'est un escroc. Vous venez d'avoir la confirmation. Et c'est un homme qui décide le dimanche soir de prendre le car pour aller à Rotterdam pour aller voir une finale en bois de Ligue des Nations Espagne-Croatie où joue donc Mario Pasalic. 0-0, ça se joue au tir au but. Je travaillais dimanche soir, j'ai regardé le match, j'ai failli m'endormir. Donc au stade, je sais pas comment c'était, mais j'espère au moins que les Croates ont mis l'ambiance. La patience. Et qui est revenu en quart le dimanche soir. Ouais, dans la nuit, Mais tu sais qu'on fait ça quand on est étudiant normalement. Non, Cyril Morin, je vais vous arrêter. T'es jeune on fait ça quand on a la passion du sport, la passion du football. Ouais, mais alors c'était pas la passion du car. Ah ouais, non, c'était et la passion des transports. Ah oui, voilà. Ça me rassure. Je suis très fan des cars. C'est quoi comme car?
modèle. C'était un car, c'était du Renault ça ou du Très bien. ou Confortable. du Mercedes, je sais pas. Non, pas du tout confortable. Alors je lance un appel à toutes les compagnies. Voilà, je profite de de cette antenne. Là, t'es en train de prendre l'otage l'antenne par totalement. contre. Mettez plus d'écart entre les sièges. Voilà, quand on fait plus Mettez- d'un mètre 80, Ah. c'est une vraie tannée. J'ai Donc, compris. donc voilà. Mettez plus de quart entre les sièges. Du coup, je ne comprenais pas. Ouais, non, ça n'aurait rien voulu dire. On est d'accord. Bon, allez, on va y Après aller. cet Après intermède. ce petit message personnel. Ce coup de gueule. Attention, Sébastien Petit qui est aux manettes de l'émission. Surveille vos yeux, surveille votre regard. Et donc saura arrêter l'émission à tout moment si nécessaire. Je débute le football au El Pilar FC, puis à l'AD Huracan, avant de rejoindre l'académie du Real Madrid en 2007. J'atteins la finale du championnat d'Europe. Fabinho. J'atteins la finale du championnat d'Europe de Huracan. football des moins de 17 ans en 2010 avec l'Espagne. À partir de la saison 2010. Avec l'Espagne. Ouais. Donc Huracan, c'est en Espagne. C'est pas Oui. le Huracan. D'accord. Oui, tout à fait. Tu veux nous dire une petite phrase en Non, espagnol, Cyril Jesse Rodriguez. C'est ça Ressé. Allez Elle a la bonne réponse. Vraiment? Ressé est la bonne réponse. Ah, Bravo Tu Cyril. rigoles? Alors là, Académie du Real Madrid. Ouais. Joueur a priori mauvais, parce que de toute façon, les Mercaco, ils ont fait jamais des bons joueurs. Alors Ah ouais, là, c'est c'est Rodriguez. c'est une boucherie. On va continuer, parce que là, du coup, j'avais dit que j'allais flinguer Ah ton ouais, Mercaco ouais, aujourd'hui. ouais, ouais. Je Ah non, pensais bien, que ce serait avec Mario Pasalic, mais pas tu vois, avec... si on m'avait dit qu'on aurait parlé plus longtemps de car que du Mercaquiz, je l'aurais pas cru. Non, en mais me levant alors, ce tu matin. sais, alors là, je vais me permettre de Tu m'as même critiquer, pas laissé le temps mais de c'est un peu réfléchir. trop évident, Jesse Rodriguez. Tu vois, genre, joueur auquel on pense pas, qui est Ouais, devenu nul, qui est en train d'attendre que Las Palmas l'appelle pour avoir un nouveau contrat, c'est quand même de base, tu vois. On en parle tous les jours sur Instagram, Là, sur Twitter. il enfin, te pourrit là. Ouais, mais alors je vais te donner la je suis, raison. Je vais te donner la raison. Parce T'avais que pas le temps. T'avais T'étais une- fatigué, non. t'étais fatigué de ton Je te voyage. donne la Voilà, raison. Parce que exactement. Glenn, T'as rien foutu. tu sais très bien qu'il nous taquine beaucoup hors antenne. Et quand il est dans l'émission, bah voilà, faut que je nivelle un petit peu vers le bas, tout simplement, le niveau. Alors, Donc voilà. Je les taquine parce qu'on s'est aperçu, on peut le dire maintenant, que l'émission est terminée et qu'on n'a plus on a peut-être plus Oui, rien a à priori, dire. il y a Voilà. déjà plus d'auditeurs. hein, Que de toute j'étais façon. celui avec le moins de cheveux blancs du lot. Voilà. Voilà, merci. Du coup, ils m'ont mal pris. Alors attends, Jesse Rodriguez. Alors là, le jeu peut être drôle. Alors, parce il y a que une rupture, il y a une grave rupture des ligaments du genou en 2014 ou en 2015, avant qu'il arrive au PSG à l'été 2016, de toute façon, pour 30 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. 25 millions d'euros, ouais. Ah là Voilà. là là là. C'est le fameux été 2016 du PSG. Mm. Avant ça, donc il y a le Real Madrid. Ouais. Je suis déçu pour toi. Depuis, il y a eu Alors, des, il y a eu des c'est passages. depuis Ah ouais. le PSG Alors, que il y a eu, ça va il y a être eu drôle. 2 fois, je pense, Las Palmas. Il y a eu Las Palmas 2 fois. Ensuite. Et il y a eu d'autres clubs espagnols. Non. Oui, il y a eu un autre Il y a club pas eu espagnol. Non. Un Cadiz ou un truc Non. comme ça, non. Majorque, non? Non, pas un truc comme ça. Non. Ouais, c'est un pays au soleil. Enfin, un club au soleil. Un club Las- au soleil, Las Cuevas. le Real Betis. Ah non. Le Betis Séville même. Le Betis Séville en janvier 2019. Il Las signe pour Palmas 6 mois. Non. Las Palmas, on l'a dit Ah, déjà. j'ai pas entendu. Il y a eu aussi le Sporting Club Portugal. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, tout à voilà. fait. Ouais. Il y a eu ensuite Ah la oui. Turquie. On Ah voyage. hein. oui, En bien Antalya sûr. Sport. Ankara Gucci. Ah oui, le fameux. Si c'est pas Antalya, Bien c'est sûr. Ankara. De toute façon. Et alors, attention, la question subsidiaire. Il joue dans quel club aujourd'hui, Ressé? Alors, moi j'ai vu des stories de lui sur les îles Canaries ou à Ibiza. Ouais. Une des deux, je sais plus. Mais Donc- alors le club, donc ce serait quel club? bah, Ibiza FC, Ah, pas loin. Canarias FC, Pas loin. Je sais pas. C'est Las le Canarias. Real Ibiza. C'est la Sampdoria en Italie. Donc pas du Ah tout. bon? Ah Ouais. non, mais là il Eh est ouais. sans contrat. hein. En Non. Italie? Il est en il contrat il avec est la en Sampdoria contrat avec la Sampdoria qui a été relégué. Voilà, finissant dernier de Serie A. En revanche, Voilà. tu feras attention, club turc, ça s'écrit pas comme ça. Club turc. Non, mais là, c'est J'ai pas... l'impression- Ah oui. En dehors des terrains, je suis également chanteur de reggaeton. Voilà, bah, Ah, oui, mais voilà, t'avais- bah, du coup, il m'a. Ah oui. T'avais Bon, des bah, petits t'as trucs. flingué mon petit effet Aïe, de aïe, fin aïe, de aïe, Mercat aïe, Quiz, aïe, tant aïe, pis. aïe, aïe. Tant pis. Bah, et enfin, il t'a flingué tout ton Oui, Mercat c'est vrai Quiz, que hein, quelque c'est pas part- moi, hein, je veux dire. Bon, bah bravo. Tu vois, Fred. finalement, il n'y a même pas besoin de la récupérer à Morin. C'est vrai, Vu que c'est Morin vrai. est là, 2 petites minutes suffisent. Quoi. Tu Bien vois, tu sûr. me dis J'avoue que le là, c'était joueur où il est impressionnant. formé, et puis voilà. Mais moi, j'ai toujours dit, hein, Tout ça pour rien, je quand suis même. vraiment un mec de l'international. Je suis. Bah oui, Tu mais vois, c'est je suis vrai. vraiment C'est vrai que Cyril a international. cette théorie. Mais par contre, dès que c'est en français, je suis formé à Ouais. Louan Cuiso et tout ça. Là, c'est Ah bon. ouais, c'est pas pour la moi, ça. galère. Mais bon. Bon, bah merci Quentin. T'aimes pas Bah, la merci France. messieurs, je me suis régalé. Bah, à vous ouais, bosser. tu C'est t'es toujours un pas très longtemps, toujours un mais- plaisir. Et bah, on va vous rappeler si vous êtes encore Alors. là, c'est que vraiment, soit c'est vous êtes vous nous aimez journaliste à beaucoup. Eurosport.fr et que du coup vous êtes les seuls à nous écouter parce que ça vous fait marrer, soit vous ne vous savez êtes pas- endormi Ou que et vous ne savez laissez- pas utiliser votre application Voilà, de exactement, podcast c'est possible. et que vous ne savez pas revenir en arrière. Auquel cas, on vous remercie d'être là et de votre fidélité Ah jusqu'au oui. bout. Ah là, On vous rappelle que Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis en podcast sur les applications dédiées et que les meilleurs moments de l'émission
l'émission, à savoir pas le Merca Quiz, Ouais. sont à retrouver en vidéo sur eurosport.fr. Merci Quentin, merci Glenn. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.